parcours. En fait, comment est-ce que j'ai découvert ce livre-là, L'amour de l'exigence à la préférence de Lucien Auger? Ça a commencé, en fait, quand j'avais 19 ans. Quand j'avais 19 ans, je venais de me séparer d'une relation qui était toxique. Ça a duré environ 2 ans et quelques mois. Donc, c'est une relation qui a été difficile pendant, mais qui a été aussi très difficile là, lors de la séparation. J'aimais beaucoup cet homme-là. D'ailleurs, ceux qui veulent connaître un peu plus le côté de cette histoire-là que j'ai connue, là, un peu plus au niveau de ma dépendance affective, la relation qui était un peu plus toxique, comment est-ce que je me suis remise de cette rupture-là après 6 ans. Euh, C'était pas un 6 ans non-stop, mais c'est comme s'il n'y avait jamais eu cette coupure-là officiellement dans mon cœur, puis dans ma tête aussi. Donc, j'ai traité de ça là, sur un de mes articles sur mon blog et j'ai une capsule vidéo sur ma chaîne YouTube aussi. Donc, de ton essence, ta couleur. Puis sinon, sur mon blog, c'est sur tonessence ta couleur.wixsite.com ton essence ta couleur, tout collé ensemble. Donc, vous pouvez aller voir. J'ai aussi fait un article sur les conséquences de la dépendance affective et les solutions finalement là, pour s'en sortir sur une lecture que j'ai faite là, par rapport à ça. Donc voilà. C'est ça, dans le fond, c'est que je me suis séparée de cette personne-là. Puis, au bout de 3 mois environ, tu sais, je me réveillais le matin, c'était vraiment difficile. C'est comme, à chaque fois que je me réveillais, j'ai l'impression d'être un peu dans un cauchemar. J'aurais préféré rester endormie. Au moins là, la réalité faisait pas mal parce que je la vivais pas finalement. Fait que j'ai décidé d'aller voir. J'avais 19 ans à ce moment-là, puis j'ai décidé d'aller voir l'aide psychosociale du cégep de Sherbrooke, le collège où j'allais à ce moment-là, pour pouvoir rencontrer un travailleur social ou un psychologue. Fait que dans le fond, je suis rentrée dans son bureau, puis moi, je me suis assise, puis j'ai dit, là, moi, je suis tannée de me lever le matin, puis comme, trouver ça difficile, puis pas avoir envie de mettre un pied devant l'autre, là. Puis, c'est pas juste ça, c'est quand dans de moi, je savais que c'était pas normal, tu sais, qu'au bout de 3 mois, j'étais pas en mesure d'aller mieux. Puis ça, je trouvais ça lourd, je trouvais ça difficile, mais, tu sais, on le sait tout, c'est normal de vivre des journées plus down, de vivre des journées plus bonnes, puis ça c'est correct. Mais quand ça fait 3 mois, là, de la filée, que tu te lèves de même, puis tu dis, crème, j'ai besoin d'aller chercher de l'aide. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis là, ben, ça s'est avéré que cette femme-là que j'ai rencontrée, qui était une psychologue, je crois, euh, m'avait inscrit sur la liste d'attente. Donc oui, il y avait une liste d'attente. Puis à ce moment-là, moi, j'avais une amie de longue date, là. C'était quelqu'un avec qui j'avais tissé des liens serrés. Elle consultait une coach de vie qu'on appelle. Puis cette personne-là était en stage, donc elle avait besoin de volontaires pour pouvoir faire ses suivis à titre de stage. Donc elle nous filmait, puis c'était sa façon à elle de nous... c'était sa façon à elle finalement de s'évaluer, puis d'être évaluée aussi en même temps. Donc, je me suis portée volontaire, je me suis dit, crime, c'est gratuit, je suis aux études, j'ai pas vraiment les moyens. Fait que, puis en même temps, ben, ça permet d'aider quelqu'un à pouvoir pratiquer dans la relation d'aide. On sait tous que on en a besoin plus que jamais de personnes qui sont dans ce domaine-là. Là. Fait que j'ai commencé à avoir mon suivi avec cette personne-là.
Puis quand je suis arrivée dans son bureau, moi, la première chose que j'ai dit, c'est là, je veux faire mon deuil de cet homme-là parce que je trouve que la vie tout court est difficile en ce moment. Puis je veux avancer. Fait que ça a commencé comme ça. Puis je vous dirais là que au fil de ce suivi-là, je me suis rendu compte que j'avais des attentes dans les relations amoureuses que j'avais, mais surtout j'avais des attentes envers les hommes en particulier. Euh, Puis je voulais vraiment éviter la déception à tout prix. Puis c'est comme si pour moi, c'était une façon de, comment je pourrais dire ça? C'est une façon pour moi d'avoir un minimum de contrôle sur qu'est-ce qui pouvait m'arriver dans cette relation-là. Puis en faisant ça, ben je m'assurais à tout coup d'être déçue au final parce que tu peux pas contrôler les autres, tu peux pas contrôler comment tu vas être traité, tu peux pas contrôler qui va t'aimer. Puis ça c'est le genre d'affaires, tu sais, qu'on n'assimile pas tout le temps. Puis tu sais à 19 ans, moi je comprenais pas encore tout ça, c'était très inconscient. Puis faire histoire courte, je me suis rendu compte que c'est que j'avais tellement été déçue par les promesses non tenues du père que j'avais eu. Puis ça a été un point important de mon suivi avec cette personne-là. C'est que je voulais tellement pas être déçue des hommes dû à mes déceptions qui se sont énormément accumulées dans mon enfance, que ça faisait que soit je m'arrangeais pour un peu auto-saboter ma relation, donc de faire en sorte que c'est moi qui vais rejeter la personne avant qu'elle le fasse, ou bien d'avoir des attentes vraiment irréalistes pour pouvoir être comblée dans cette relation-là. Mais ce qu'on va voir un peu aussi à travers le contenu que je vais vous présenter, c'est que les attentes, en fait, le bonheur qu'on va avoir dans notre vie, dans notre relation de couple, dans notre maison, euh, elle dépend grandement de nous et non de l'autre ou des autres autour. Donc, je crois que j'avais cette attente-là quand même assez grande. Je m'attendais tout le temps à ce que ça soit mon partenaire qui me rende heureuse, puis je m'attendais tout le temps à ce que ce soit mon partenaire finalement qui comble ce vide-là, pardon, Euh, alors que c'était pas sa job à lui, tu sais. Mais ça, je l'avais pas compris encore. Fait que ça ressemble à ça. Puis, dans le fond, ben, tu sais, suite à tout ça, puis là, c'est un gros, gros, gros résumé que je vous fais là, mais c'est comme ça que j'ai eu ce livre-là entre les mains, finalement. Donc, L'amour de l'exigence à la préférence de Lucien Auger. Puis, c'est un livre que j'ai ouvert à plusieurs reprises lors de mes relations antérieures, donc pas juste avec une personne, tu sais. J'ai eu ma relation qui a été avec ma rupture là, qui a été difficile. J'ai eu une autre relation après ça. Puis j'ai eu ma relation avec le père de ma fille. Donc, le dernier partenaire sérieux que j'ai eu dans ma vie. Donc, c'est ça. Ce livre-là me permettait je pense, ça me permettait d'avoir un certain lâcher-prise sur mes attentes dans les relations, puis de comprendre que tout ne fonctionne pas toujours à ma façon, puis que l'être humain qui partage ma vie est un être humain, c'est un individu à part entière avec sa personnalité, ses défis, ses forces, puis c'est ça. Fait que dans le fond, on va explorer tout ça ensemble. Fait que ce que j'aimerais faire, c'est de parler du premier type d'amour que le livre traite. Ça s'appelle l'amour érotique. Donc, l'amour érotique, ça va être un partenaire qui va rechercher plus précisément une personne qui va cadrer selon ses critères physiques. Donc, il va être attiré physiquement par son ou sa partenaire. Donc, ça, c'est un des principaux traits de l'amoureux érotique. Donc, je dirais là que l'amour érotique, là, il va le vivre comme un espèce de coup de foudre. Donc, ça va vraiment être une grande attirance, mais que physique seulement. Puis, c'est pas les genres d'amoureux que tu peux
que tu peux leur dire, hey, tu sais, l'intelligence émotionnelle, puis l'intelligence euh, tout court, là. Tout ce qui est intellectuel, connaissance, tout ce qui peut être émotionnel, c'est pas des traits que ces amoureux-là vont rechercher ou vont être attirés pour trouver un partenaire. Fait que, c'est ça. Grosso modo, c'est des partenaires qui vont avoir des contacts intimes sexuels pour pouvoir évaluer si leur partenaire correspond à leur idéal ou non. Donc, ils vont passer par là pour pouvoir faire leur sélection, si on veut. Puis sinon, si ces partenaires-là découvrent finalement qu'il y a un trait physique qui leur déplaît, ben tout de suite, leur intensité au niveau de leur attraction, au niveau de même de leur amour, il va diminuer. Donc, il y a quand même un grand impact là, dans leur investissement sur leur partenaire. Ça va vraiment être en lien avec... ça va être très, très physique. C'est le genre de partenaire qui va rechercher vraiment une intimité qui est exclusive. Donc, c'est pas le genre de partenaire qui va être prêt à faire des trips à trois. C'est pas le genre de partenaire qui va être dans une relation ouverte. C'est vraiment une relation d'exclusivité. On dit que ces personnes-là sont plutôt là. Tu sais, c'est des personnes que quand ils sont pas en présence de leur partenaire, ils vont pas nécessairement être en déséquilibre, ils vont pas être un peu déboussolés ou même désorientés par ça. Puis s'il est pas immédiatement disponible, il va pas non plus là, paniquer pour ça. Donc, c'est le genre de relation qu'on dit que elle a une forte intensité, mais c'est pas le genre de relation qui va durer dans le temps. Parce que son intensité même va venir breaker un peu l'évolution de cette relation-là. On compare ça à un feu qui est trop vif, qui épuise son combustible rapidement. Donc ça, c'est le type d'amour érotique. Donc ça, c'est le genre d'amour que s'il n'y a pas un degré d'ingéniosité, de réciprocité, d'engagement, c'est le genre d'amour qui va mourir rapidement. C'est le genre d'amour aussi, tu sais, que sous la routine, puis sous la monotonie, si on veut, donc s'il n'y a pas d'activité, s'il n'y a pas rien qui est qu'on entretient. Si on l'entretient pas, cette relation-là, tout de suite, ça va s'éteindre. Là. Donc ça, c'est quand même important d'en prendre soin, surtout si on a deux types de partenaires amoureux qui sont érotiques. Donc ça, c'était la première partie. Le premier type, je veux dire, d'amour. Le deuxième type, c'est l'amour ludique. Donc, l'amour ludique, ça, c'est lui qui va être considéré comme un jeu. Donc, c'est le genre de partenaire qui va avoir plusieurs relations avec plusieurs partenaires différents. C'est pas le genre de partenaire qui va s'engager profondément dans ses relations. C'est le genre qui va rester en surface. Il va pas en dire trop sur lui. Puis il va arrêter la relation si jamais il voit que ça se développe un peu trop, qu'ils deviennent trop intimes, soit parce qu'il s'ennuie ou si c'est une relation où elle peut devenir compromettante. Fait que ça, c'est l'amoureux ludique. Il voit vraiment ça, tu sais, comme un passe-temps. Puis, tu sais, ça, c'est le genre de partenaire que normalement, s'il trouve une autre personne qui est consentante à ce type de relation-là, c'est qui est consentante à ce type de relation-là, mais aussi qui est en accord, puis qui est au courant finalement de c'est quoi un peu.
Ça me fait penser, tu sais, je dirais un peu les relations fuck friend, là, un peu. C'est il faut de la communication, il faut s'assurer que tout le monde est d'accord avec un peu les règles de cette entente-là, de ce type de relation-là. Mais souvent, il y a des gens qui vont profiter du manque d'expérience de certaines personnes au niveau de leur relation amoureuse, de leur naïveté, puis tout ça. Puis c'est là où on va rencontrer des personnes qui finalement vont s'avoir fait jouer, qui vont avoir l'impression de s'avoir fait niaiser. Puis ça, c'est un peu là où ça devient poche, tu sais. Puis, tu sais, comme il dit dans son livre, l'auteur, dans tous les jeux, il y a des tricheurs. Donc, ceux-là en font partie. Ce sont des tricheurs. Donc, au lieu d'être honnête, de mentionner c'est quoi leurs intentions, c'est quoi le genre de relation qu'ils veulent entretenir, c'est quoi leurs limites, c'est quoi les limites de l'autre, ben, tout se fait, mais dans les règles. Donc, voilà. Euh, c'est ça. On dit que ces amoureux-là sont pas des personnes jalouses, sont pas des personnes possessives non plus. Euh, Puis ça ressemble à ça. Donc ça fait le tour pour l'amour ludique, donc le deuxième type d'amour. Maintenant, le troisième type d'amour, c'est l'amour amitié. Donc, l'amour amitié, c'est la forme d'amour qui est la plus stable, la plus saine. C'est elle qui va se développer vraiment lentement, qui va se faire naturellement au niveau de l'engagement. Puis c'est vraiment en force de passer du temps ensemble que ça va se bâtir. Donc, c'est vraiment une relation qui se bâtit dans le temps. Puis, ce sont des sentiments plutôt profonds que intenses. Donc, c'est pas la grande passion de l'amour érotique, c'est pas le détachement superficiel de l'amour ludique non plus. C'est ça. Donc, c'est vraiment de se fréquenter sur une longue période de temps. Puis, tu sais, les amoureux amicaux ou l'amoureux amical, l'amour amitié. Euh, c'est lui qui va avoir des rapports sexuels avec son partenaire, sa partenaire, mais que ça va être seulement une fois que euh, ça va valoir la peine de se donner. Donc, de donner son corps, de se donner dans cette intimité-là. C'est considéré comme un privilège. Donc, la personne ne va pas se donner à n'importe qui, n'importe quand. C'est quelque chose qui se partage pour eux. C'est quelque chose qui se partage dans quelque chose qui est sincère et authentique. Euh, donc, c'est ça. C'est pas le type d'amour tu sais, c'est pas le type d'amour qui va procurer soit de l'extase, du plaisir ludique très vif. C'est pas le grand désespoir ni de peine profonde. Donc, je dirais là, c'est assez tranquille. C'est pas des grosses vagues. Y a pas, tu sais, c'est pas le genre de relation où il va y avoir beaucoup de conflits. Ou s'il y en a, ben, ça va se régler assez rapidement. La communication est là, est présente. C'est pas le genre d'amour là où il y a du tumulte là. C'est assez calme, c'est assez simple, puis c'est le genre de relation qui va durer, je dirais là, le plus longtemps. Donc ici, l'auteur mentionnait là, que c'est le type de relation qui est la plus stable et prolongée par sa régularité et sa quiétude. Donc, on fait vraiment attention à son sa partenaire. Euh, on s'en fout pas, on n'est pas égocentrique dans cette relation-là non plus. Il compare ça comme un feu qui brûle lentement. Donc, il dégage ni flamme ardente de l'amour érotique, ni les étincelles brillantes mais froides de l'amour ludique, mais plutôt une chaleur douce et stable des braises couvant sous la cendre. C'est quand même cute. Donc, quand les circonstances les séparent, ben, ils sont quand même, ils sont capables de supporter la séparation. Il n'y a pas de grandes émotions, de grands désespoirs. Ils ne sont pas déstabilisés. C'est deux personnes, bien accomplies, qui se sentent entières, qui ont une confiance mutuelle. Euh,
Donc, je voulais vous partager un petit peu de mon parcours par rapport à ça. Avec le père de ma fille, je pense on se rapprochait de ce type d'amour-là, dans le sens où c'est une relation qui était assez saine. C'est une relation où on était en mesure de pouvoir s'asseoir puis communiquer. Il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas de manipulation, il n'y avait pas une intensité folle non plus, mais il y avait de la sincérité puis de la profondeur dans les sentiments, dans les émotions, dans cette relation-là. Puis, au bout d'un an et demi, je suis tombée enceinte de ma petite fille qui va avoir bientôt 4 ans. Donc, c'est ça. Avec le temps, avec la naissance de la petite, ce qui est arrivé, il y a eu la COVID aussi en même temps. Moi, j'étais aux études à temps plein, l'argent rentrait pas. Pour vrai, ça a été vraiment difficile. Je dirais même que, tu sais, on avait notre routine quand même. Tu sais, on avait notre routine, on est déménagé ensemble, ça faisait... ouais, on est déménagé ensemble au bout d'un petit peu moins d'un an. Dans le fond, on s'était rencontrés en octobre, puis en juillet, on déménageait ensemble. Euh, Fait que c'est ça, on a déménagé ensemble, on a habité ensemble 6 mois avant que je tombe enceinte. Donc, ça faisait un an qu'on était ensemble, 6 mois qu'on était déménagés ensemble, au total un an et demi. Je tombe enceinte, je commençais ma première année de technique en éducation spécialisée à ce moment-là. Euh, Après ça, la deuxième année, ben ça a été à l'hiver, j'ai retourné aux études. Ma fille, elle avait 4 mois. Puis on est tombé en confinement au bout de 3 semaines là, que j'étais retournée à l'école. Moi, j'étais en arrêt de maternité depuis juin d'avant. Ça faisait quasiment un an que j'étais en congé. Je faisais mes cours en ligne à la maison. Le chum était à la maison. Le bébé à temps plein à la maison. Ok. Puis moi, je suis le genre de fille que, tu sais, j'ai besoin de ma bulle. J'ai besoin de mon espace pour me retrouver moi en tant que Mylène. Je suis une maman, une conjointe. Mais Mylène, elle avait plus sa place vraiment. Ça a été difficile. J'ai passé quand même beaucoup de mois seule à la maison pendant ma grossesse. J'étais en arrêt maternité. Papa travaillait beaucoup. Il faisait des 12 heures par jour. C'était pas mal le seul salaire qui rentrait. Puis on se voyait pas. Il arrivait à la maison, il était minuit, à 2 heures du matin, il venait se coucher, on était dans la nuit. Moi, le matin, je me levais pour le bébé ou bien pour aller à l'école quand j'étais enceinte. Fait que, tu sais, la routine était quand même très présente. Ça n'a pas aidé. Euh, on faisait pas d'activités communes. Je voulais faire des activités avec, puis, tu sais, mettons, je proposais d'aller faire une excursion en kayak ou peu importe. Je m'étais fait même j'avais fait une liste. Puis, tu sais, lui était fatigué parce qu'il travaillait beaucoup, ce qui était normal. Puis en même temps, ben, il y avait pas beaucoup de temps pour s'investir dans la relation de couple. Ou même, ben, dans la relation de couple. Parce que même si l'enfant était venu au monde, c'était important de prendre soin du couple aussi, là. On n'était plus juste. On n'était pas juste maman-papa, on était aussi un couple qu'on avait vraiment mis de côté, je crois. Fait que. Fait que c'est ça, on faisait pas d'activités en commun et on n'avait pas de discussion ensemble. Ça, c'était un gros défi de notre relation, même avant tout ça. Fait qu'on se voyait pas. Ça a été. Oui, ça a été une grosse année. À peu près ça, ben moi, je me suis épuisée énormément. J'ai fait une dépression aussi. Puis tu sais, au final, ben, c'est un peu ça, hein, tu sais. Moi, je pense que j'étais plus du type amoureux, érotique et mon ex était plus du type amoureux, amitié, je crois. Euh, Ce qui a fait en sorte que finalement, ben, on n'a pas, tu sais, cette flamme-là que moi j'avais besoin un peu plus que lui, était pas entretenue. Euh, la routine a tué beaucoup la, la relation. Fait que c'est ça, la dépression aussi m'a fait faire des choix
pour que je puisse prendre soin de moi malgré le mal que ça me faisait, le deuil que ça me fait vivre aussi. Puis encore aujourd'hui, je trouve pas ça nécessairement facile. Mais bon, il y a des choses qu'il faut que je guéris en moi. Puis je suis en processus de tout ça depuis 3 ans et demi déjà. Puis je continue encore. Puis je veux vraiment aller mieux. Puis je veux vraiment transmettre ces choses-là aussi. Fait que c'est un peu aussi le pourquoi que je suis en train de vous parler aujourd'hui. Donc c'est ça. Puis tu sais, on s'est rendu compte aussi vers la fin, avant de se séparer, quand j'ai commencé à faire un peu plus de lecture sur le développement personnel, qu'on n'avait pas grand-chose en commun, qu'on partageait pas grand-chose non plus en commun, puis que finalement, ben ce qu'on avait, moi puis lui, c'était vraiment quelque chose qui était plus physique. Donc, quand on se rend compte de ça, ben comment qu'on fait? Comment qu'on fait pour repartir ça? Puis tu sais, je vous dirais, ben franchement que malgré le fait qu'on a débuté une thérapie de couple, moi, ma décision était déjà prise, puis j'étais déjà suffisamment là, épuisée. J'avais vraiment besoin de cette heure-là, de cet espace-là. Puis j'ai quand même pris la décision de partir, là. Donc, voilà. Ça, c'était mon petit bout. Je voulais aussi dire que cette relation-là a duré 3 ans et quelques mois aussi. Puis tu sais, je me souviens, quand je relis tout ça, puis que je vous parle en ce moment, que pendant ces 3 ans-là, j'ai tellement exigé des choses à ce partenaire-là. Tu sais, je lui ai exigé de me parler plus, je lui ai exigé de faire des activités que moi j'aime, je lui ai exigé de travailler moins, je lui ai exigé d'être plus présent pour moi et pour ma fille quand elle était au monde. J'ai exigé beaucoup de choses qui finalement j'avais pas, que je recevais pas. Puis malgré les demandes que je faisais, puis malgré les besoins, entre guillemets, que j'avais, et que je m'attendais que ce soit lui qui réponde, ben j'avais des déceptions suite à ça, parce que je voulais que la relation soit à l'image que j'avais envie qu'elle soit, je voulais qu'elle réponde à mes besoins, je voulais qu'elle soit, puis qu'elle fonctionne à ma façon. Puis finalement, ben, ça n'a pas donné ça du tout, puis ça a fini que je suis partie quand même. Là où je veux en venir, c'est que ce soit en amour, en amitié, avec la famille, n'importe qui, dans la vie, on a le droit d'avoir des préférences. Dans la vie, on a le droit de demander des choses, mais on peut pas les exiger. C'est ça la différence. Puis au moment où on demande ces choses-là, puis que ça nous convient pas, ben c'est à nous à faire les choses. C'est à nous à poser des actions X, Y, Z. Donc, c'est pas à nous à exiger quoi que ce soit des autres. On peut demander les choses, on peut pas les exiger. On est capable de trouver des personnes ou des choses qui sont plus à notre image, qui sont plus dans nos valeurs. Puis ça, c'est bien normal, puis c'est bien correct aussi. Voilà. Donc, ça ressemble grosso modo à mon petit parcours par rapport à ce type d'amour-là. Euh, je voulais voir avant, est-ce que j'avais autre chose à dire? Non. Donc, on serait rendu à l'amour maniaque. Donc, l'amour maniaque, c'est le fameux amour avec un grand A. C'est le fameux amour qu'on voit dans les films et les romans euh, romantiques. Tu sais, quand on dit le fameux proverbe tu vis d'amour et d'eau fraîche, là, bon, ça ressemble à ça. L'affaire qu'on sait pas, c'est qu'en arrière de ça, c'est méga toxique. Donc, c'est le genre d'amour, puis pour vrai, moi, je l'ai vécu. C'est le genre d'amour que, tu sais, t'as pas d'appétit, tu dors pas, tu passes ton temps à penser à cette personne-là, tu la vois dans ta soupe. C'est comme tous les symptômes de la passion qui te submergent et qui te dévorent. Donc,
Ouais, c'est ce beau modèle qu'on voit dans tous les films, même les films de Disney. C'est c'est ça. Donc là, euh, ce sont des partenaires que la plupart du temps sont très jaloux. Et l'affaire qui est moins bon là-dedans, c'est que souvent, ça va être des personnes qui vont pas avoir beaucoup d'estime et de confiance en elles. Elles sont convaincues qu'ils n'ont aucune valeur. Puis leur valeur va vraiment résider dans l'amour que leur partenaire va leur prodiguer. Donc, si mon partenaire m'aime et me donne l'amour, ça veut dire que je vaux quelque chose. Alors que c'est pas du tout ça la réalité. T'as pas besoin de l'amour de quiconque pour avoir une valeur quelconque. Donc, ces personnes-là vont avoir de la difficulté à se supporter, vont avoir de la difficulté même à survivre. C'est des gens qui ont comme suffoqué sous ce besoin-là d'amour. Puis malgré le fait même qu'ils se nourrissent de ça puis qu'ils puissent en trouver, c'est comme s'ils étaient jamais rassasiés, ils sont jamais satisfaits. C'est comme quelqu'un qui arrive en avant d'une grande table, qui est affamé, qui a faim, puis qui a tout bouffé ce qu'il y a sur la table, puis que malgré tout ce qu'il a bouffé, ben, il en veut toujours plus. Puis c'est là où ça devient malsain, finalement. C'est le genre d'amoureux qui, quand on dit tu tombes en amour, mais lui, il se jette en amour, complètement. Complètement, complètement. Puis c'est un peu là où l'auteur dit que depuis l'Antiquité, c'est la forme d'amour qui est considérée comme une espèce de folie. Donc l'amour fou, c'est un peu dans cette conception-là. Ouais. Ok. Bon, ben évidemment, l'amoureux maniaque, ben, il a tendance à être possessif. Il fait des crises de jalousie. Il va toujours protester la fidélité de son ou sa partenaire. Euh, mais même s'il est rassuré, même si son partenaire l'est, c'est quand même tellement insécurisant, puis c'est tellement profond, que pour lui, c'est jamais suffisant finalement. Puis c'est le genre d'amoureux qui va faire fuir tout type de personnes, sauf s'il rencontre un autre amoureux maniaque comme lui. Puis j'ose imaginer de quoi ça aurait l'air, deux amoureux maniaques ensemble. Ça doit être quelque chose. Donc, c'est ça. Je vous disais tout à l'heure que j'avais déjà vécu ce genre d'amour-là. Avec celui avec qui c'était toxique, quand je me suis séparée, ça a été difficile, mais pendant cette relation-là, ça a été méga toxique. Pourquoi? Parce que c'était une personne. Ben, attends un peu. Nous étions deux personnes qui s'aimaient follement, éperdument. On s'attirait énormément physiquement, puis toutes les deux, on n'avait vraiment pas d'estime de soi. Puis lui, encore moins que moi. Mais il fallait qu'il me rabaisse à son niveau. Il fallait vraiment qu'il me rabaisse à son niveau. Tellement qu'il pensait qu'il valait rien. Il fallait que je sois rien moi aussi. Puis c'est là où c'est devenu toxique. Tout ce que je disais, tout ce que je faisais, les décisions, même les réflexions que je pouvais avoir, il fallait que j'aie son approbation. S'il disait que c'était pas une bonne idée, ben c'était pas une bonne idée. Puis si j'avais le malheur de faire l'inverse de ce qu'il disait, gare à vous. Ouais. Tout pour que je me remette en question, que ça a même été jusqu'à mon habillement. Je savais même plus comment m'habiller. Ouais. Mais ouais. C'était une personne qui était jalouse, possessive, contrôlante, violente. Il l'a été psychologiquement, il l'a été physiquement aussi vers la fin. Euh, Puis à force d'être là-dedans, ben toi aussi tu deviens insécure, tu deviens tellement pas suffisant que tu deviens jaloux, tu deviens plus possessif aussi. Puis c'est genre, il faisait ressortir le pire de ma personnalité alors que je suis pas du tout comme ça. Mais je m'étais tellement mis dans la tête que je valais plus rien moi aussi, que comme j'avais aussi des comportements qui commençaient à se développer. Je commençais même à devenir méchante comme lui l'était parce que je voulais le traiter comme il me traitait. Mais au lieu de sortir de là, ben je me rabaissais à son niveau comme il voulait.
Mais ouais, c'était spécial comme relation. On s'aimait fort, puis en même temps, je sais pas à quel point c'était de l'amour, tu sais, c'est... On allait chercher ce qu'on avait besoin chez l'autre. C'était comme utile, sans le savoir. C'était une utilité. Mais au final, on détruisait un autre être humain. Fait que... Fait que c'est ça. Voilà pour l'amour maniaque. J'irai ensuite avec l'amour pragmatique. Je l'aime bien celui-là parce qu'il me parle. De plus en plus, je m'enligne vers ce genre d'amour-là. Je pense que je suis rendue là dans ma vie. Donc, c'est l'amour. C'est une personne qui va s'intéresser ou qui va être attirée, qui va vouloir construire quelque chose avec une personne, avec qui elle va retrouver un maximum d'avantages, un minimum d'inconvénients, sachant très bien qu'il y a des inconvénients. Mais elle va surtout aller chercher quelqu'un qui va fitter avec sa personnalité. Puis, on dira ce qu'on voudra, c'est prouvé en sociologie que les mariages qui réussissent le plus, statistiquement parlant, sont ceux qui ont le plus d'intérêt et de points communs. C'est comme ça. Et j'y crois. Clairement, tu as besoin d'avoir des valeurs similaires. Je dis pas toutes, mais tu dois en avoir qui sont similaires, surtout les prédominantes. Des valeurs, des activités communes, pas toutes, mais quelques-unes quand même. Parce que ça vient longtemps faire ta vie avec quelqu'un qui fait pas les mêmes choses que toi, qui aime pas tes activités, que toi t'aimes pas ses activités, que vos valeurs sont vraiment pas à la même place. Puis pour vrai, même en amitié, c'est de la merde en esti quand t'as pas genre les mêmes valeurs. Tu vibes pas la même affaire, tu recherches pas la même affaire, tu connectes pas avec le même genre de personne, ça a même pas rapport. Fait que voilà. Je veux pas m'étaler trop, mais ouais. Donc, c'est quelqu'un qui va fitter avec ta personnalité, fait qu'avec tes goûts, tes intérêts, ta classe sociale, tes convictions religieuses et tout le reste. Donc, c'est ça ici. C'est le genre d'amoureux qui va pratiquer des activités qu'il aime dans le but de rencontrer quelqu'un qui pratique le même genre d'activité. Puis, pour vrai, moi, je fais ça. J'aime faire du ski de fond, fait que c'est sûr que je vais aller faire du ski de fond. Puis si je rencontre quelqu'un qui fait du ski de fond, ben c'est quand même nice parce que tu te dis, crème, ok, déjà il fait une activité que j'aime, puis que ça peut, genre, commencer par là. Versus, genre, je vais aller dans un bar, mais je veux pas un gars de bar, ou je veux pas un gars qui sait pas trop ce qu'il veut, ou qui vient de se séparer, il veut juste changer les idées. Je vais pas aller dans un bar. Je peux pas m'attendre. Ah ben plus, là. Tu sais, c'est... On dira ce qu'on voudra, là. Moi, j'ai sorti d'un bar un bon petit bout, là, puis j'avais beau vouloir trouver l'amour à ce moment-là, là, j'étais fucking pas prête. Genre, fucking pas prête. J'allais d'un bar, ça me tentait de creuser, ça me tentait de flirter, ça me tentait de me faire désirer, ça me tentait pas de rendre de compte à personne, puis comme, je voulais juste de l'attention. OK? Je passais par là, puis je m'en cache pas. Fait que clairement que je vais pas aller dans un petit bar pour essayer de rencontrer quelqu'un. C'est un peu... Ça peut arriver, je dis pas que ça arrive pas, mais comme je m'attends pas à grand chose si je vais là. Bref. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme quelqu'un qui a des critères assez spécifiques, puis qui va rechercher une personne qui va vraiment fitter dans ces cases-là. Puis ben, c'est pour ça qu'on dit qu'il est pragmatique. Donc il fait un choix qui est assez logique, qui est pensé, qui est quand même... C'est ça. C'est ça. Mais tu sais, faut juste pas oublier que souvent, ben, les critères du choix du pragmatique, s'ils sont trop élevés, trop détaillés, trop précis, ça finit qu'il va tout le temps chercher. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça finira jamais. Il va toujours essayer de trouver quelqu'un, puis ça cochera jamais toutes ses cases. C'est impossible, là. C'est comme... Ça, c'est pas... C'est pas rationnel de penser ça. En même temps, c'est toute la beauté de l'humain de pas être parfait puis de caser partout. En tout cas, ça c'est mon avis. Là. Fait que c'est ça.
C'est le genre de partenaire que quand il est dans une relation qui le satisfait pas, ben il va pas s'attarder à cette relation-là. Il va interrompre la relation, il perdra pas son temps plus longtemps, puis il va essayer de continuer sa recherche vers quelqu'un qui va lui convenir. Voilà. Donc c'est... Tu sais, je pense que c'est normal d'avoir des attentes, c'est normal d'avoir certains critères pour rechercher un ou une partenaire. Ben, ça se dit une partenaire. Mais c'est de choisir ses combats, selon moi, puis de déterminer ses priorités. Fait que oui, c'est correct d'avoir des critères, c'est correct d'avoir des choix, des priorités, des choses comme ça, mais c'est de faire comme qu'est-ce que je suis prête à dealer, puis qu'est-ce que je suis prête à pas dealer. Qu'est-ce qui est un non négociable pour moi. Je pense que c'est que là où c'est pas bon, c'est de se dire que tout est pas négociable. Tu peux pas t'attendre à ce que toutes tes cases soient cochées parfaitement, puis que tu le trouveras jamais. Ou tu la trouveras jamais. Ça marche pas de même, là. Faut que tu t'attendes que la personne, elle va avoir des défis, mais faut que tu saches avec quel genre de défi tu veux dealer, ou avec quel genre de personne tu veux dealer aussi. C'est tout ça. Puis c'est ça. On dit aussi que l'amoureux pragmatique, malgré le fait que c'est un choix qui est réfléchi, que c'est un choix qui est sélectif, qui est sélectionné, qui est pensé, calculé même, je dirais, ça reste qu'une fois que la relation est débute, cet amoureux-là va s'engager sérieusement, va s'investir dans cette relation-là qui va grandir. Puis, à force que ça va grandir, les sentiments vont devenir plus intenses. Puis on dit plus intense du type érotique ou ludique. Donc, ça commence avec un portrait défini, puis ça finit par se développer en sentiment puis en intensité. Je dirais que je pourrais l'expliquer de cette façon-là. Donc, on dit que si l'amour érotique peut être comparé à un feu brûlant à grande flamme, que l'amour ludique, c'est un feu de branchage qui brûle vite sans donner beaucoup de chaleur, que l'amour amitié est un feu de braise se consumant lentement sous la cendre, l'amour maniaque ressemble à un incendie de forêt qui brûle celui-même qui l'a allumé, l'amour pragmatique est comparé à un feu qui s'allume lentement, qui naît d'une petite flamme pour ensuite grandir et dégager chaleur et lumière. Voilà. Je constate, moi, maintenant, avec toute cette analyse-là, que je suis passée par l'amour maniaque quand j'avais l'âge de 15 ans. 15 à 19. L'amour maniaque, mon espèce de... Mon roman merveilleux, mais passionnel et destructeur. Je suis passée par l'amour érotique avec un partenaire plus amoureux, amitié. Là où la routine puis l'ingéniosité était pas trop là, ce qui a fait que ça s'est étendu aussi. J'ai vécu aussi l'amour ludique. L'amour ludique, ben je l'ai vécu par... Ben oui puis non. J'ai pas eu plusieurs partenaires différents avec des relations en surface amoureuse. Je dirais que j'ai eu un partenaire sexuel que c'était le contrat. Donc, un fuck friend, mais c'est pas tout à fait ça, mais mettons, c'est lui qui se rapprochait le plus là, de ce type d'amour-là. Mais tu sais, j'avais pas de sentiment pour cette personne-là. C'était vraiment que physique, puis on communiquait vraiment bien, puis vraiment souvent. C'est pour ça que c'est le genre de relation qui a fonctionné. Souvent, on recommande pas ce genre de relation-là, mais parce que les gens savent pas comment communiquer, savent pas communiquer leurs envies, savent pas communiquer leurs limites, puis c'est un peu là où ça chie dans la pelle. Fait que voilà. Puis ben aujourd'hui, ben je suis clairement un peu plus amoureuse, pragmatique, je dirais. Je pense que aussi avec le fait d'avoir un enfant, ça m'amène à être un peu plus sélective. Puis je me connais mieux, donc je connais un peu plus qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Donc le dernier, et non le moindre, l'amour altruiste.
Donc, l'amour altruiste, je suis pas sûre de le comprendre à 100%, mais il s'agit d'un amour qui est non possessif, qui est complètement oblatif. Oblatif, là, ça veut dire qui pousse à donner et à se sacrifier. Comme, je suis pas sûre que c'est si bon que ça, mais regarde. C'est orienté totalement vers le bien de l'autre, sans retour de quelconque façon de son partenaire ou sa partenaire. Fait que je suis pas sûre de comprendre, mais je vais vous lire quand même le passage que l'auteur a mis dans le livre. Peut-être ça va résonner chez certains. Donc, c'est la manière dont Dieu peut aimer des créateurs dont il n'a nul besoin et qui ne peuvent lui apporter aucune satisfaction. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il donne sans attendre de recevoir quoi que ce soit. Puis ensuite, les penseurs chrétiens l'ont décrit comme l'amour du Christ pour ceux qu'il est venu sauver. Donc, pour ma part, c'est pas quelque chose qui résonne en moi. Je suis pas sûre de tout comprendre. Il y en a peut-être qui vont comprendre. S'il y en a qui comprennent un peu, ben vous pouvez toujours m'écrire. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Donc, voilà. Donc, pour conclure tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs types d'amour. Aujourd'hui, on en a traité 6. Mais il existe probablement plusieurs autres types d'amour, sous-types et de variantes et plusieurs nuances. Ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que il y a plusieurs types d'amour que tu peux vivre au cours de ta vie. Comme par exemple moi, j'en ai vécu plus qu'un. Tu peux en vivre plus qu'un à la fois aussi. Donc, c'est ça. Puis, il faut aussi se rappeler que l'amour, c'est une émotion. Donc, c'est un ressenti de quelqu'un, un être humain, donc un être vivant, qui est changeant, qui est mobile sans cesse en mouvement. Donc c'est pour ça que ça explique finalement qu'un humain peut vivre différents types d'amour parce qu'il évolue dans le temps, puis dépendamment de qui il va avoir dans sa vie, ça va aussi influencer le type de relation qu'ils vont avoir. Donc voilà. Bon, maintenant, les personnes qui aiment de façon malsaine et maladive, ils ont habituellement tendance à exiger du partenaire, comme j'expliquais. Donc, souvent, ils vont avoir une série de conditions. C'est ça qui va définir. Ben, en fait, c'est ça qui va être essentiel à leur bonheur. Donc, eux autres, là, puis quand je dis eux autres, là, genre, je l'ai été, puis je travaille encore là-dessus, là. Mais c'est genre, si tu remplis pas ces conditions-là, c'est sûr que je suis pas heureuse. Fait que, genre, remplis-la, sinon, ben, tout dépend de toi. Mais comme, c'est un peu ça qu'il faut changer. Puis plus la liste est longue, plus les possibilités qu'elle soit pas remplie par ton ou ta partenaire, plus il y a de chances que tu sois déçu, premièrement, puis que tu sois malheureux en amour. Ce qui est probablement le cas de beaucoup de personnes, dont moi. Je suis passée par là bien en masse. Donc, faut garder en tête que oui, tout le monde a ses goûts, ses préférences. C'est ça, c'est normal. On a eu des partenaires, il y a des choses qu'on sait qu'on veut plus, il y a des choses qu'on aimerait avoir, puis c'est normal. Puis c'est habituel, c'est comme, c'est humain. Là où il commence à avoir un problème, c'est quand ces goûts-là se transforment en besoins, puis c'est quand ces préférences, ils se transforment en exigences. Fait que c'est là où on rencontre un peu plus de problématiques, c'est là où les gens vont vivre plus de frustration aussi. Puis c'est cette frustration-là qui finalement va faire que ben on va être malheureux. On va être malheureux, on sera pas content. Puis plus on va être malheureux, plus on va exiger, plus on va attendre de l'autre. Puis au final, ben, on change pas vraiment le problème qui est probablement nous. Fait que c'est ça. Puis la frustration, ben ça vient. L'auteur l'a traité dans 2 de ses livres. Le livre S'aider soi-même et Vaincre ses peurs. 2 livres que j'ai lus d'ailleurs. Puis c'est ça, c'est l'émotion qui naît toujours de l'opinion ou d'un événement qui s'est passé, une pensée reliée à un événement. Puis la frustration est amenée par la non-réalisation de son désir. Donc, quand
on est attaché à quelque chose ou qu'on désire quelque chose puis que c'est pas répondu, on vit une frustration. C'est ça. Ben maintenant, comment on fait pour remédier à ça? Dans le fond, remédier à ça, je veux dire, comment on peut commencer à modifier ça pour commencer à être un peu plus heureux et comblé quand on va rencontrer une personne. Donc, ça va être d'apprendre plus directement et le plus tenacement possible à cause du mal qui est profond. Puis, c'est de se débarrasser de la manie de toujours exiger. Donc, c'est d'attaquer, de te remettre en question, de contredire, puis de changer tes idées qui sont en dessous de ça. Puis, l'idée principale que tu dois commencer par changer et attaquer, c'est que c'est indispensable pour toi d'être aimé de telle personne, de telle façon. Ça, c'est une croyance que les gens ont qui, finalement, les amène à être malheureux en amour. Donc, c'est de se dire, finalement, que peut-être que c'est désagréable, peut-être que c'est pas le partenaire ou la partenaire pour toi, mais c'est pas catastrophique, c'est pas irréparable, puis ça t'empêche pas d'atteindre tes objectifs amoureux, puis d'en avoir. Je pense que c'est principalement ça. Donc, l'amour exigeant, ben, il va avoir avantage à s'entraîner à augmenter sa tolérance à la frustration. Donc, quand il n'y a pas ce qu'il veut, puis quand ça répond pas à ses préférences ou à ses goûts, ben, il faut qu'il apprenne à s'en passer. Il faut qu'il fasse un choix. Il y a des choses qu'il peut avoir, puis il y a des choses qu'il peut pas avoir. Puis je pense que c'est surtout ça. C'est un peu le discours que j'ai depuis le début. Donc, c'est ça. Puis, ce que ça va faire aussi, c'est un peu ce lâcher-prise-là. Comme je nommais au début, quand j'ai commencé à lire ce livre-là, c'est ça que ça m'amenait, ça m'apaisait. Ça m'apaisait parce que j'étais capable de comme lâcher prise sur certaines choses, puis de comprendre que je peux pas contrôler tout, puis tout le monde, puis les gestes de tout le monde non plus, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est d'affronter sa peur du changement, d'affronter le défi d'aborder des nouvelles personnes, de rencontrer des nouvelles personnes, puis d'arrêter des relations qui ne satisfait pas. Fait que c'est ça. Donc, pour finir, il n'y a pas de vrai ou de faux amour. Il existe de nombreux types d'amour. Puis, on va vraiment les distinguer les uns des autres par leurs caractéristiques. Puis, clairement, il y a des variantes parce que clairement, on est tous des individus uniques avec des caractéristiques différentes, avec des personnalités différentes. Puis le bonheur en amour, il est inconciliable avec toute forme d'exigence. Donc ça, c'est la fin.